Donc, l'enregistrement a démarré. Bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer. Donc, ce webinaire est organisé par les chambres d'agriculture d'Occitanie sur la thématique des biocontrôles et des extraits végétaux. Nous serons deux à animer ce webinaire. Emma Caro, qui est chargée de mission en viticulture biologique à la chambre d'agriculture de l'Hérault, et moi-même, Marie Largeau, à la chambre régionale. Le thème de cette conférence est le résultat de discussions et d'échanges avec les professionnels et les conseillers viticoles de la région. En effet, chaque année, le comité technique régional viticulture bio définit le thème de la conférence en fonction de l'actualité et des besoins de la filière. Nous remercions d'ailleurs Nicolas Constant, Thierry Massol et Cyril Cassarini qui nous ont aidés à composer le programme de cette conférence. En 2019, le sujet était sur la flavescence dorée, en 2020, le cuivre, en 2021, le travail du sol, et cette année, la conférence s'intéresse au biocontrôle et aux extraits végétaux. L'objectif étant de répondre à des problématiques fréquemment rencontrées sur le terrain. C'est pourquoi cette conférence se décline en deux webinaires. Donc aujourd'hui, dans la première partie, nous aborderons les biocontrôles dans la lutte contre Eudémis et Cryptoblabès. Et mardi prochain, la seconde partie de la conférence abordera les biocontrôles et les extraits végétaux dans la lutte contre le mildiou et le black rot. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons sélectionné des thématiques clés qui seront exposées par des experts et articulées en 3 temps. Pour commencer, Margot Huette, chargée de mission chez Sud Vin Bio, nous présentera le cadre réglementaire. Puis, dans un second temps, Thierry Massol, conseiller viticole à la Chambre d'agriculture du Tarn, traitera de l'utilisation des biocontrôles dans la lutte contre Eudémis. Il nous parlera notamment de Bacillus thuringiensis et de la confusion sexuelle sous toutes ses formes. Enfin, pour terminer, dans un troisième temps, Cyril Cassarini, conseiller en viticulture bio à la Chambre d'agriculture du Gard, nous parlera des biocontrôles dans la lutte contre Cryptoblabès, ce ravageur émergent pour lequel la confusion sexuelle, les BT et les trichogrammes sont des solutions à regarder de près. Merci Marie. J'enchaîne avec quelques points pour le bon fonctionnement de ce webinaire et de l'outil que nous sommes en train d'utiliser. Tout d'abord, je vous demande vraiment de bien couper vos micros pour pas qu'il y ait de son parasite, mais aussi couper vos caméras pour éviter de prendre de la bande passante. Donc, on laisse vraiment que les intervenants avec la caméra, s'il vous plaît. Pour tout ce qui est questions aux intervenants, bien évidemment, vous pourrez poser vos questions aux intervenants. Pour cela, on vous propose plutôt de les rédiger dans le chat. Donc, soit votre chat est déjà ouvert à droite de votre écran, soit il faut aller dans la fenêtre en haut. Vous avez la rubrique conversation. Vous cliquez dessus et le chat va s'ouvrir à droite. Donc, on vous laisse rédiger les questions, si possible en mettant le nom de l'intervenant à qui vous vous adressez. Sinon, ce n'est pas grave, on arrivera quand même à s'orienter parmi ces questions. Et ces questions-là, avec Marie, on fera notre maximum pour les poser, soit entre les interventions, soit dans un temps dédié aux échanges qui se trouve à la fin de ce webinaire. Donc, les 10 dernières minutes, ça sera vraiment consacré à toutes vos questions qui auront été posées. Voilà pour ça. Au niveau, enfin plutôt un autre point, les supports des présentations qui vont être déroulés dans les minutes qui arrivent vous seront envoyés dès demain dans un mail. Et en plus de ça, ce webinaire, comme le disait Marie au tout début, est enregistré. Le lien vers le replay sera disponible d'ici quelques semaines. Et pour y accéder, il suffira d'aller sur le site de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie ou le site d'un de ses partenaires pour trouver le lien vers le replay. Avant de donner la parole à notre première intervenante, sachez que vous étiez 121 à vous être inscrits pour ce premier webinaire, donc la première partie. Vous êtes actuellement 40 de connectés, ça continue d'augmenter. Donc, je vous souhaite une très bonne conférence et je donne tout de suite la parole à Margot Huette, qui est chargée de mission technique viticole chez Sud Vin Bio et qui va débuter cette conférence en nous parlant du cadre réglementaire, du paysage réglementaire qui entoure les biocontrôles et les extraits végétaux. À toi, Margot. Bonjour à tous, vous voyez bien mon écran, c'est bon? C'est bon. Nickel. Alors bonjour, Margot Huette, donc de chez Sud Vin Bio. Je vous présente aujourd'hui le paysage réglementaire autour du biocontrôle donc, et des extraits végétaux. Alors,
En 2014, la loi d'avenir pour l'agriculture, qui avait pour but de pérenniser les systèmes de production agroécologique, a engendré une modification assez importante au niveau du code rural, avec pour la première fois l'établissement d'une définition juridique du biocontrôle, qui est toujours actuelle et qui est la suivante. Donc, les produits de biocontrôle, ce sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils contiennent soit des macro-organismes, soit des produits phytopharmaceutiques qui vont être composés de micro-organismes, de médiateurs chimiques ou de substances naturelles. Alors, il faut savoir que depuis janvier 2022, pour figurer dans la liste officielle des produits de biocontrôle, un produit doit répondre à différentes conditions qui sont décrites elles aussi dans le code rural, comme notamment ne pas contenir plutôt des substances candidates à la substitution, ni par exemple mentionner un certain nombre de phrases de risque. Alors, je vais vous détailler les différents produits de biocontrôle en commençant par les produits phytopharmaceutiques comprenant des médiateurs chimiques. Ce sont donc des substances naturelles qui participent à la communication donc, entre une même espèce, qu'on va appeler phéromone, ou entre des espèces différentes, les chéromones. Elles sont utilisées pour piéger les ravageurs par attraction ou alors les désorienter. Donc, comme par exemple dans la confusion sexuelle pour lutter contre les vers de la grappe, où on va employer une copie synthétique des phéromones femelles des tordeuses pour saturer l'atmosphère et donc désorienter les papillons mâles afin d'empêcher les accouplements. Nous avons ensuite les produits phytopharmaceutiques qui comprennent des substances naturelles. Elles vont être d'origine végétale, animale ou minérale. Alors, selon la cible et selon les substances, les modes d'action vont différer, mais on peut retrouver des effets biocides, des effets barrières physiques ou également des stimulations des défenses des plantes. Et en exemple, je vous donne donc par exemple l'huile essentielle d'orange qui va être riche en terpènes et qui va avoir un effet antifongique contre le mildiou. Vous avez également la cérévisane, qui est un produit à base de parois cellulaires de Saccharomyces cerevisiae, et elle va agir en tant que stimulateur de défense des plantes, permettant notamment la lutte contre le mildiou et l'oïdium. Et enfin, un exemple de substance d'origine minérale, vous allez avoir tous les produits à base de soufre, utilisés en tant que fongicide contre l'oïdium. On a donc une autre sorte de produits phytopharmaceutiques qui sont les micro-organismes. Eux, ce sont des êtres vivants microscopiques. On va avoir donc les champignons, les bactéries, les levures et les virus. Encore une fois, leurs modes d'action vont être variés, parfois même combinés, en fonction de la nature du micro-organisme. Je vous donne un exemple, donc la bactérie Bacillus thuringiensis, qui va en fait synthétiser une toxine qui est enveloppée dans un cristal et qui, une fois ingérée par la larve de Démis, va devenir toxique pour elle puisqu'elle va perforer sa paroi intestinale. Et enfin, donc dans les produits de biocontrôle, nous avons donc les macro-organismes qui sont tout organisme autre qu'un micro-organisme, et on va donc avoir des invertébrés, des insectes, des acariens et des nématodes. Ils vont agir selon plusieurs modes d'action, par exemple le parasitisme, la prédation. Et en exemple, je vous donne là donc les trichogrammes, qui sont des micro-hyménoptères qui vont parasiter en fait les œufs des tordeuses. Donc en fait, les femelles vont déposer leurs œufs dans les œufs des tordeuses et l'œuf hôte va être donc tué et les tissus désintégrés vont servir de nourriture en fait à la larve de trichogramme. Et ainsi, de l'œuf de tordeuse parasité va émerger un adulte trichogramme et non une larve de Démis. Alors, au niveau du cadre réglementaire des produits de biocontrôle, donc une substance, pour être biocontrôle, doit être en premier lieu approuvée au sens de la réglementation européenne. Ensuite, nous avons donc le code rural qui permet de définir, comme on l'a vu, le biocontrôle et différencier les macro-organismes des produits phytopharmaceutiques. Ce code rural, on l'a également vu, va aussi fixer les conditions d'inscription de la substance sur la liste officielle des produits de biocontrôle.
Et de ces réglementations vont découler des listes de produits de biocontrôle autorisés. C'est une liste qui est établie par la Direction générale de l'alimentation et qui est régulièrement mise à jour. Et enfin, à partir de cette liste du ministère de l'Agriculture, l'IFV en établit une autre qui va compiler les produits de biocontrôle relatifs à la viticulture. Alors maintenant, nous allons voir l'agriculture biologique au sein du biocontrôle. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de lien entre l'autorisation des produits en usage en agriculture biologique et la liste des produits de biocontrôle. Donc, certains produits peuvent être utilisables en agriculture biologique, mais non listés biocontrôle. C'est le cas, par exemple, des produits cupriques qui ne sont pas biocontrôle puisqu'ils sont candidats à la substitution. Et ensuite, vous avez l'inverse, donc certains produits de biocontrôle qui ne sont pas autorisés en agriculture biologique, comme par exemple les phosphonates qui sont utilisés contre le mildiou et non autorisés en agriculture biologique parce que obtenus par voie de synthèse. Alors, pour connaître les usages, vous pouvez vous abonner donc, au guide des intrants utilisables en bio que vous retrouverez donc, sur le site de l'ITABLE, qui est mis à jour en temps réel, mais qui nécessite donc un abonnement. Et vous pouvez également consulter le site de l'ANSES IFI, dans lequel vous pouvez faire des recherches de différents produits et dans lequel vous aurez en fait les différents logos, donc usage en agriculture biologique et également le logo biocontrôle. Et puis parfois, sur certains produits qui comportent les deux usages, vous aurez donc les deux logos. Alors, comme nous l'avons vu, le biocontrôle se sépare donc soit en macro-organismes, qui vont être tous utilisables en agriculture biologique, et en produits de la liste de biocontrôle. Donc ça, ce sont bien des produits phytopharmaceutiques, dont une partie va pouvoir être utilisable en agriculture biologique. Donc le biocontrôle est bien au cœur de la gestion des équilibres des populations d'agresseurs, mais il existe une autre famille de produits qui va être, elle, utile à la protection des plantes et dont les extraits végétaux vont faire partie. Donc ce sont les préparations naturelles peu préoccupantes qui, elles, après, vont se scinder en deux catégories, donc les substances de base et les substances naturelles à usage de biostimulants. Donc, les préparations naturelles peu préoccupantes vont être composées d'éléments naturels non modifiés génétiquement ou par voie de synthèse. Elles sont obtenues à partir d'un procédé accessible à tout utilisateur final. Donc, ça va comprendre tout ce qui est tisane, décoction, macération, purin et distillation. Elles ne possèdent pas d'AMM. Et il faut savoir que la notion de préparation naturelle peu préoccupante n'est pas reconnue auprès de l'Union européenne, mais définie par la loi d'avenir agricole français. Alors, ces préparations naturelles peu préoccupantes, comme je vous le disais, elles sont composées donc, de substances de base dont l'activité principale n'est pas phytopharmaceutique. Généralement, elle est plutôt alimentaire. Mais par contre, elles vont être utiles à la protection des cultures. En exemple, vous pouvez avoir l'ortie, la prêle, l'écorce de sol, également le lait de vache, le sel. Et après, donc, elles sont composées des substances naturelles à usage biostimulant qui vont être appliquées soit au sol, soit sur la plante pour stimuler les processus naturels et faciliter ou réguler l'absorption d'éléments nutritifs ou améliorer la résistance au stress abiotique. Et là, en exemple, vous allez retrouver tout ce qui est la consoude, la prêle, la valériane, qui vont pouvoir être utilisées suite à des stress abiotiques comme la grêle, le gel, etc. Voilà, donc j'en ai terminé, mais je vous invite vraiment à consulter donc, le guide du biocontrôle qui a été rédigé par le Vinopol, voilà, qui est un bon résumé de tout ça et qui est très complet. Je vous remercie de votre attention. Merci Margot, merci pour ton intervention qui, je pense, était indispensable pour arriver à reposer le cadre réglementaire dans lequel vont entrer les biocontrôles et les extraits végétaux dont nous allons parler tout de suite ou dans le webinaire partie 2 semaine prochaine.
Alors peut-être avant d'enchaîner, une première question pour toi, Margot. En ce moment, on entend beaucoup parler des biocontrôles, on entend aussi beaucoup parler de la DSR, de la distance sécurité riverain. Comment sont traités les biocontrôles dans le cadre de cette DSR? Alors, les produits de biocontrôle n'échappent pas à la DSR, donc ces distances vont figurer sur les autorisations de mise sur le marché. Par exemple, certains soufres ont des DSR de 10 mètres incompressibles, donc voilà, elles sont à respecter. Et si rien n'est écrit sur les AMM, on va les traiter de manière identique aux produits de l'agriculture biologique, donc exemptés de DSR. Voilà, sauf si mention sur l'AMM. Merci Margot pour ta réponse. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions à droite de votre fenêtre dans le chat. Et pour ceux chez qui le chat n'apparaît pas encore, il faut regarder tout en haut de votre fenêtre. Vous avez une rubrique qui s'appelle Conversation. Vous cliquez dessus et va apparaître le chat à droite de votre écran. Vraiment, n'hésitez pas, il est là pour poser les questions tout au long des interventions afin qu'on puisse les traiter soit après l'intervention, soit à la fin du webinaire. Je propose de continuer avec cette fois l'intervention de Thierry Massol, qui est conseiller viticole à la Chambre d'agriculture du Tarn, qui va nous parler notamment de 2 catégories de biocontrôle citées par Margot juste avant, avec les médiateurs chimiques et la confusion sexuelle, et les micro-organismes avec Bacillus thuringiensis, puisqu'il va nous parler de la lutte contre Eudémis. À toi Thierry. Est-ce que le partage fonctionne? Il manque juste le plein écran et on sera bon. C'est bon? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter donc, les biocontrôles pour lutter contre l'eudémis en viticulture. Donc, il en existe 3 principaux. Donc, les macro-organismes auxiliaires, qui sont les trichogrammes, les micro-organismes, qui sont les Bacillus thuringiensis, et les médiateurs chimiques, qui sont la confusion sexuelle. Et je ferai une petite synthèse à la fin pour résumer tout ça. Donc, les trichogrammes, c'est quoi? On a déjà parlé sur l'intervention auparavant, mais je répète quand même, c'est un micro-hyménoptère de 0,8 mm, donc tout petit, qui parasite les œufs des vers de grappe. Donc, on le voit ici en photo, donc c'est vraiment une toute petite guêpe. Les usages, donc, c'est à la fois homologué sur tordeuse et sur crypto. Sur les tordeuses, sur les 3, sur Eudémis, Cochilis et Eulia. En général, on fait 2 à 3 lâchers par génération, et souvent sur la G3. Il faut mettre 100 diffuseurs hectares. Comment ça se présente? Donc, voici l'exemple d'un diffuseur. Donc, dans ce diffuseur, il y a 5000 œufs par diffuseur, et les éclosions sont échelonnées en 4 vagues homogènes. Une première à 2 jours, éclosion, une deuxième à 5 jours, une troisième à 7 jours et une quatrième à 11 jours. Donc, d'où le fait que ça tienne à peu près une quinzaine de jours. Et la population comprend uniquement des femelles, donc c'est des souches dites télétoques, donc c'est-à-dire que c'est vraiment les femelles qui vont être actives pour lutter contre l'eudémis. Donc, comment ça fonctionne? Donc, la femelle du trichogramme pond à l'intérieur de l'œuf. Sa larve se développe à l'intérieur de l'œuf et en fait tue le fœtus d'eudémis, et donc ça fait avorter. Donc, le ravageur est détruit avant de faire les dégâts. Donc, sur le côté polyphage, j'en ai déjà parlé. Donc, comment ça se positionne? Donc, ça s'accroche au fil de palissage ou au cep, en fonction du mode de taille, si c'est des gobelets ou des palissés. Le premier diffuseur est à 5 mètres du bord de la parcelle. Et à l'intérieur de la parcelle, ça se met tous les 10 mètres. Donc, ça représente 100 diffuseurs à l'hectare en moyenne. Donc, à quel moment? C'est en tout début de vol qu'il faut positionner le premier lâcher.
Et 15 jours après, au vu de ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'échelonnement des éclosions, on trouve le deuxième lâcher. Alors, il peut y en avoir 3, hein, on le verra, sur des populations et des vols très longs, notamment en G3, en 3e génération. Donc, les points de vigilance par rapport à ce type de solution, c'est les insecticides en premier lieu. Donc, on voit qu'avec les pyrettes, il faut être à 42 jours avant le lâcher. Avec tout ce qui est spinoside, il faut être à 21 jours. Donc, le nom commercial, Success, Musdo, Officilia. Procléamphirum est en rouge, puisque ça, c'est des essais au laboratoire. Pour l'instant, on donne 21 jours. Ensuite, 14 jours pour le Clartan, le Maverick, et 7 jours pour le Coragène, les BT et le Pirée vert. Et bien sûr, aucun insecticide pendant la période de présence des trichogrammes à la parcelle. Maintenant, le point sur les fongicides. Le point de vigilance, ça va être sur les soufres. C'est-à-dire que le poudrage, il faut qu'il y ait 42 jours entre le lâcher et le poudrage. Sur du soufre mouillable à 6 kg, c'est 28 jours. Et sur le soufre mouillable à 4 kg, ce sera 14 jours. Bien sûr, aucun soufre pendant la période de lâcher aussi. Puisque en fait, ça tue le trichogramme, donc ça lève l'effet escompté. Pour les fongicides, donc mildiou, Redeli, Mildicut et Nervin, Odium, Grément, Talendo, et sur les autres, tout ce qui est limocide et corse d'orange. Donc, c'est non préconisé pendant la période d'utilisation et 2 semaines avant, donc 14 jours, comme le soufre mouillable à 4 kg. Donc, vous l'aurez dans le diaporama, je ne vais pas trop insister sur ce genre de produits. Les produits testés et utilisables, ils sont tous ici. Pareil, je ne vais pas les citer à la liste à l'après-vert, vous les trouverez. Qui sont utilisables pendant la période de présence des trichogrammes. Donc là, je reviens sur des essais qui sont récents, qui sont de 2022, faits par la Chambre de l'Aude. Donc il y a 2 essais, mais c'est un que vous avez en bleu et c'est 2 en rouge. Donc c'est des parcelles qui sont très sous pression EDEMIS. On est à 352 perforations et 384 perforations, et on est sur un TNT qui est confusé. Donc, sur la G3, sur ces 2 parcelles, il y a eu 4 traitements, spinoside plus BT, spinoside plus BT, donc je dis bien 4 traitements sur la G3. Et on a comparé ça avec la confusion sexuelle que vous avez ici, complètement à droite, où c'est que confusion sexuelle plus les tricolines, donc plus les trichots, en 3 pauses, 12 juillet, 26 juillet, 8 septembre. Donc on voit que quand même, on a une efficacité qui est quand même assez importante, puisqu'on part de 350 perforations contre 280 avec 4 traitements et 192 avec 3 lâchers de tricot. Et on voit que l'essai 2 a beaucoup mieux répondu que l'essai 1. Donc intéressant, j'ai pris cet essai et merci à la Chambre de l'Aude de l'avoir passé, puisqu'on voit que là, on a une bonne efficacité. Donc pour être plus, j'ai synthétisé pas mal d'essais d'EDEMIS de 2015 à 2017, notamment avec la Chambre de Charente. Donc ça donne en fait une efficacité de cette méthode à peu près en moyenne de 40% d'efficacité. Donc d'où la combinaison sur forte pression de plusieurs solutions de biocontrôle et notamment la confusion plus les trichogrammes. Et on voit qu'on monte en efficacité. Ça, on y reviendra après, mais en faisant la confusion sexuelle, plus les trichots, plus les BT. Donc, les avantages et les inconvénients des trichots, c'est les points forts, c'est l'alternative au traitement classique en G3, un positionnement facile, puisque c'est dès le début de vol, il suffit d'avoir un piège, pas de délai avant récolte, pas de DRE, pas de DSR, ni de ZNT, et pas de dépose, puisque c'est biodégradable. Les points faibles, contrainte, protection, soufre, insecticide, ça on l'a vu, efficacité aléatoire en forte pression, et la conservation des plaques se fait à 10-12 degrés, donc c'est des solutions qu'il faut anticiper, que ce soit avec ces distributeurs ou chez vous, il faut bien les stocker au frais à 10-12 degrés. Donc une autre solution, ce sont les Bacillus thuringiensis. Donc ça, c'est une bactérie qui, une fois ingérée par le lépidoptère, donc par la larve d'EDEMIS, entraîne la mort de la chenille dans les 48 heures. Donc en faisant, comme l'a dit Margot, une perforation de la paroi intestinale. Donc là, je vous ai repris les principaux produits
que l'on retrouve sur le marché. Alors, pas pour faire une liste à l'après-vert, mais pour insister sur le délai avant récolte, parce que c'est des produits qui restent avec des DAR très très courts. Donc, assez intéressant et avec un nombre d'applications possibles assez important aussi. On va voir pourquoi. Donc, quand les positionnés, ce sont des produits donc, qui se positionnent, vous voyez, en tout début d'éclosion, à tête noire, même un petit peu avant, puisqu'il faut bien comprendre que dès que la larve éclot, elle va chercher à se nourrir, et il faut que la bactérie soit présente pour qu'elle puisse les gérer. Donc, il faut vraiment le positionner plutôt un peu plus tôt que trop tard. Sinon, on va voir tout à l'heure, on a des échecs de protection. La persistance d'action de ce genre de produit est de 7 à 10 jours. Donc, c'est renouvelé de 7 à 12 jours en fonction des températures. Plus les températures sont chaudes, plus il faudra raccourcir les cadences. Pas de pluie avant le traitement, donc 48 heures. Ça, c'est très important, traiter en fin de journée. C'est préconisé à partir de 19 heures, car le produit est photosensible. Et on gagne de 10 à 20% d'efficacité en traitant le soir. Le pH doit être inférieur à... excusez-moi, j'ai un petit souci de diapo. Voilà. Le pH doit être inférieur à 9,5 avant d'ajouter les BT. Et le traitement, ça c'est important, doit être dirigé sur les grappes, puisqu'il doit être positionné sur les grappes, évidemment, pour que les larves puissent l'ingérer. Et en forte pression, comme les autres solutions de biocontrôle, il faut combiner les solutions. Donc là, pareil, j'ai fait une petite synthèse de plusieurs essais de chambre d'agriculture, notamment de Gironde et des Pyrénées-Orientales. Donc, grosso modo, on est à 50 à 65% d'efficacité avec ce genre de méthode. J'ai juste fait un petit focus sur l'essai de la chambre des PO, qui est ancien, mais qui est intéressant parce qu'il relève ce qu'on voit sur le terrain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt des traitements qui se positionnent assez tôt. On le voit donc sur la modalité A, on est avec un delphin le 23 juin et un autre delphin le 2 juillet. Donc, on obtient 82% d'efficacité. Si on décale trop le traitement, je prends l'exemple extrême, donc en F, si on met le delphin le 2 juillet et le delphin le 12 juillet, on voit qu'on n'obtient que 35% d'efficacité. Donc, important de bien anticiper et de regarder à la vigne ce qui se passe au niveau des pontes. Alors, l'avantage et les inconvénients de cette méthode, donc c'est un bon complément à la confusion sexuelle, c'est une bonne efficacité à 2 traitements, un DAR court comme je l'ai présenté tout à l'heure. Les points faibles, c'est l'écart d'efficacité selon le positionnement, j'en ai déjà parlé, par rapport à la photosensibilité des produits et par rapport aussi au cycle de l'insecte, donc positionné plutôt tôt. Dirigé sur grappe, donc c'est plutôt un traitement spécifique. Observation des pontes chez vous ou bulletin technique des secteurs quand vous en avez. Et une rémanence courte, ça reste un point faible quand même, puisqu'on est à 7 jours. Donc, je passe maintenant à la confusion sexuelle. Donc, c'est une méthode biotechnique de protection insecticide de la vigne qui vise à perturber l'activité sexuelle des ravageurs et de réduire ainsi les populations. Aujourd'hui, on estime à peu près à plus de 130 000 hectares en France, sachant que cette méthode a évolué très fortement ces 5 dernières années. Donc, juste pour vous présenter en 2 petites, j'ai imagé ça avec la phéromone de synthèse, avec tous les diffuseurs qui soient actifs, passifs ou en pulvérisation. Ça, on le verra, c'est un peu la nouveauté de cette année. Le but, c'est que le mâle n'arrive pas à s'accoupler avec la femelle et donc ne donne pas de larves. Donc, la phéromone de synthèse, en fait, perturbe ce signal et du coup, ça se mélange un peu avec la phéromone naturelle et du coup, le mâle n'arrive pas à trouver la femelle. Donc, qu'à le mettre en place? Pour le mettre en place, il faut les poser avant le début du vol de première génération. Donc, selon les secteurs, puisque la région est grande, en Occitanie, on va de mi à fin mars en fonction des secteurs. Nous, ici, on utilise la moyenne des températures depuis le 1er février, donc à 560 degrés. Juste avant, une dizaine de jours avant, on déclenche. Donc chez nous, en général, c'est entre, on va dire, le 20 et le 25-28 mars maximum, où c'est qu'on pose les diffuseurs.
Alors, les points de vigilance par rapport à cette méthode, c'est positionner les diffuseurs tôt en respectant le plan de pose, faire des îlots cohérents, attention aux vignes non confusées à proximité. Je prends l'exemple, c'est vrai que si on a 2 hectares isolés sans vignes, c'est intéressant à confuser. Par contre, si on a 4 hectares au milieu d'un îlot de 30 hectares, ce sera quelque chose où c'est que les vignes autour ne sont pas confusées. Ce ne sera pas conseillé de faire cette méthode parce qu'on n'aura pas une efficacité pleine. Le contrôle de l'efficacité selon le seuil défini localement, ça c'est important, puisque le comptage des glomérules en G1 se fait à la floraison, avec des seuils prédéfinis localement. Le comptage du pourcentage de grappes attaquées en fin de G2, ce qui donnera la vision de voir si on a besoin de faire un traitement en G3 ou pas. Et le comptage en G3 pour connaître les parcelles à risque pour N+1 pour l'année qui viendra après. Là, toujours pareil, en forte pression, il est conseillé de combiner les solutions de biocontrôle. Alors, avantage et inconvénient de la confusion sexuelle, donc ça a plutôt une bonne efficacité sur pression moyenne. C'est une méthode qui couvre les 3 générations. Pas de pulvérisateur, comme le Tricoline d'ailleurs, à part pour l'Esploio Viti, je vais le présenter. Aide financière possible dans certains départements, c'est le cas chez nous, dans le Tarn, on est aidé par le conseil départemental. Les points faibles, demande d'un plan de pose adapté, ce n'est pas adaptable à toutes les situations. Temps de pose, parfois des pauses, quand le diffuseur n'est pas biodégradable, on a besoin il faut le ramasser. Demande un complément sur forte pression ou bordure, ça on l'a vu avec notamment les BT. C'est une méthode collective, donc ça peut être un point faible ou un point fort, ça dépend comment on le voit, mais bon, il faut que les vignerons autour de chez vous soient d'accord pour le faire. C'est un coût stable, même s'il n'y a pas besoin, c'est-à-dire que sur une année de faible pression, si vous avez posé vos diffuseurs, eh bien, ils y sont, mais ils n'auront pas servi à grand-chose parce que la pression est faible. Par contre, c'est une efficacité cumulative, donc il faut laisser le temps aux populations pour qu'elles diminuent, donc ça peut prendre 2 ans, 3 ans, quand on a de très fortes pressions. Les points de vigilance, donc ça, on l'a vu, pardon. Donc les nouveautés, donc c'est l'Esploio Vite, donc c'est la confusion en pulvérisation, donc ça sort en 2023. Donc c'est 1 à 2 applications par génération, plutôt sur G2 et vraiment sur G3. C'est vraiment le fournisseur vise vraiment cette génération. Le positionnement, donc c'est facile, c'est tout début de vol et renouvellement 14 jours si le vol perdure. L'avantage, c'est que c'est mélangeable avec d'autres produits et ça s'applique sur l'ensemble de la végétation, puisque la végétation sert de support aux micro-capsules de confusion. Donc, les feuilles, les rameaux servent de support pour maintenir la confusion. Un point faible, c'est le délai avant récolte, qui est de 21 jours pour 2023, mais la société va demander de diminuer ce DR. Bien sûr, avant ce traitement, il faut essimer et feuiller pour éviter de faire tomber la confusion sexuelle si vous le faites après. Il faut vraiment le faire avant, comme les traitements généralement. Donc les nouveautés, c'est le Mister L, donc nouvel aérosol homologué en août 2022. Donc c'est 3 aérosols à l'hectare. Diffusion plus importante au printemps, une diffusion plus importante aussi en fonction du cycle, donc comme pour les papillons, c'est plutôt au crépuscule, et arrêt de la diffusion en dessous du seuil de température. Il y a un capteur de température où le papillon ne vole plus. Donc voilà un petit résumé, ce que je vous avais dit des différentes méthodes de biocontrôle pour lutter contre le démis. Donc il y a déjà la confusion sexuelle avec les diffuseurs classiques, la confusion sexuelle par traitement avec le Esploio Vite, donc avec un pulvérisateur renouvelable chaque 14 jours, les trichogrammes, donc chaque 15 jours avec 2 lâchers, et les Bacillus thuringiensis qui se positionnent un peu plus tard, qui sont dès les premières éclosions, voire un peu avant ce qu'on avait dit, et ce qui se renouvelle en moyenne chaque 10 jours. Et voilà, ici je vous ai fait un petit récap par rapport au coût des intrants, qui est énormément variable sur forcément les diffuseurs, puisqu'on a les aérosols dedans et les BioTwin, RAC et autres qui sont moins coûteux. Ensuite, là, chaque fois, j'ai fait comme si on avait 2 interventions, donc 55 et 110 €.
Trichogramme, pareil, 2 interventions, 85 170 €, et 2 interventions, 30 60 €, sachant que sur ces deux-là, ça peut être des fois 3, notamment sur les BT, ça peut être 3 interventions. La mise en place, donc c'est le temps de pause, et pour le reste, c'est le temps de traitement, soit traitement classique chaque 3 à 4 rangs, soit chaque phase par phase pour les produits qui doivent être appliqués phase par phase. Donc, pour conclure, complémentarité avant tout, toutes ces solutions de biocontrôle sont efficaces sur pression moyenne, mais sur forte pression, on a vu qu'on est obligé de combiner ces différentes méthodes pour avoir une bonne efficacité. Donc, je tiens à remercier toutes les chambres d'agriculture qui m'ont envoyé leurs résultats d'essai, le Vinopole et les sociétés aussi qui m'ont envoyé leurs informations par rapport à leurs différents produits. Je suis à votre disposition pour toutes les questions et merci pour votre attention et bonne campagne pour 2023. Merci beaucoup Thierry pour ton intervention qui était très complète. Je vous propose de prendre 2 questions, sachant que je n'oublierai pas de questions, les autres seront posées dans le temps d'échange à la fin du webinaire. Donc, première question pour toi Thierry, est-ce que les trichogrammes dont tu nous as parlé sont présents à l'état naturel dans les vignes? Alors, oui, il y en a, mais pas de manière suffisante pour réguler en fait les populations de Némis. Il en faut vraiment beaucoup, puisque là, je vous ai parlé de 5000 œufs sur 100 diffuseurs. Donc, vous voyez ce que ça fait en population sur 1 hectare pour arriver à maîtriser une population de Némis. À l'état naturel, il n'y en a pas assez. Merci beaucoup. Je propose d'enchaîner. Je garde bien les autres questions sous la main. On les abordera à la fin dans le temps d'échange. Et je vais tout de suite passer la main à Cyril Cassarini, conseiller en viticulture biologique à la Chambre d'agriculture du Gard, qui va en fait revenir sur des biocontrôles assez similaires, hein, confusion sexuelle, trichogramme et Bacillus thuringiensis, mais dans un contexte complètement différent, puisqu'on ne va plus parler d'œdémis, mais bien de Cryptoblabès. À toi, Cyril. Oui, alors le partage, ça ne veut pas partager. Hop. Si ça a marché tout à l'heure, Si. tu vas y arriver, oui. C'est bon? Oui, n'hésite pas à mettre un plein écran pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Et donc, on est bon. Bonjour C'est bon? Donc, bonjour à tous. Je vais faire un petit inventaire sur les biocontrôles pour lutter contre Cryptoblabès Nidiella. Donc, il y a déjà des choses que je vais redire que Thierry a dit. Donc, je passerai un peu plus rapidement. Donc, le programme rappelle sur la biologie du ravageur, la confusion sexuelle, les trichogrammes, les bacillus et combien ça coûte. Et je parlerai aussi de combos de plusieurs méthodes. Donc, Cryptoblabès, c'est un ravageur en progression. Il est présent sur toute la zone du littoral méditerranéen. Hein. Maintenant, on l'a partout. Il remonte progressivement à l'intérieur des terres. C'est ce qu'on est en train d'observer. Et il s'implante progressivement dans les zones historiquement occupées par Eudémis. On dira qu'il y a un optimum climatique qui leur correspond. Il rend difficile l'obtention des maturités, surtout quand on veut pousser des maturités pour avoir des concentrations sur les vins rouges. Donc, Crypto, c'est un lépido de la famille des pyrales. Son cycle est mal connu. Il est clairement polyphage. Hein, il a plus d'une centaine de plantes hôtes. En gros, il est extrêmement plastique. Le problème, contrairement à Eudémis, quand on veut positionner des traitements, c'est que les pompes ne sont pas visibles. Et souvent, il est confondu avec Eudémis au moment des vendanges, tard, hein, sur les petites larves comme on voit en bas. Si on ne regarde pas vraiment de près, on peut faire des confusions. Là, sur cette photo, vous avez à gauche un Cryptoblabès et à droite un Eudémis. Donc, on voit que le crypto est beaucoup plus allongé. Hein. Ça, c'est pour le papillon, c'est autre chose. Et que Eudémis est beaucoup plus petit. Et la couleur, le crypto est plus lit de vin que Eudémis est plus clair.
Les papillons sont nocturnes, les femelles pondent le lendemain de l'accouplement, hein, comme souvent les lépidoptères. La femelle, elle pond en moyenne 150 œufs sur la rafle, à l'intérieur de la grappe, jamais à l'extérieur. C'est pour ça qu'on pourra en avoir de ponte. Les œufs éclosent au bout de 4 jours environ, en période chaude. Ça peut mettre un peu plus longtemps quand on est en début de saison. Et une fois que les larves ont éclos, elles se nourrissent d'abord des miels à des cochenilles, si vous avez des grosses populations de cochenilles, ou alors sur des raisins déjà abîmés, si vous avez des sécrétions sucrées, notamment si on est sur des dégâts de démis ou de guêpes ou de choses comme ça. Mais souvent, elles vont venir sur des dégâts de démis. Là, vous avez en photo, je dirais, le biotope dans la grappe classique de ce qu'on va trouver des cryptos, c'est-à-dire à gauche en haut, vous avez une nymphe, enfin un cocon de crypto, des cochenilles, de l'exudat, des fesses, et c'est là-dessus que vous allez avoir les œufs. Les femelles vont déposer les œufs sur les rafles ou à la base du pédoncule, et vous aurez des nouvelles chenilles. Donc, dans ce genre de grappe, vous avez à peu près tous les stades possibles et imaginables. Ça va de la chrysalide à la larve L1. Donc, la larve, elle a 5 stades larvaires, aussi un peu comme des miss. Voilà. La nymphose a lieu dans la grappe que la larve a consommée. C'est un insecte assez grégaire. Voilà ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Vous aurez des jeunes, des plus âgés, des cocons, vous aurez de tout. Le nombre de générations dépend du climat et des plantes hôtes. Le climat, j'insiste, c'est que plus vous aurez des sols avec des galets ou des sables noirs, donc des choses qui gardent la chaleur et qui la restituent la nuit, comme nous on peut avoir en costière de Nîmes, eh ben, vous aurez 3, 4, voire 5 générations, parce que comme ils ont une activité nocturne, les sols sont chauds, eh ben, plus vous aurez de relargage de température du sol, plus vous aurez des générations qui vont s'enchaîner. Là, c'est pour donner une illustration d'une dynamique de vol. C'était en 2018, une année, je dirais, très importante sur crypto. Donc, on voit très bien que là, vous avez 3 sites, Vauvert, Saint-Gilles-et-Margues, que vous avez plusieurs périodes de vol, 4 épisodes de mai à juin, en juillet, août et octobre. Et l'arrêt du vol, le vol, lui, ne fait qu'augmenter et il va s'arrêter en fonction de la température. C'est-à-dire quand ça se rafraîchit fin octobre, début novembre, vous allez avoir un arrêt des vols. Voilà sur la biologie. C'est important d'en parler parce que aussi ça fait comprendre pourquoi toutes les techniques de lutte en biocontrôle, elles vont être compliquées à mettre en place et pas toujours marcher parce que c'est un insecte qu'on ne connaît pas très bien. Donc la confusion sexuelle, c'est une technique qui rencontre plusieurs inconvénients. Le premier, c'est la forte volatilité de la phéromone de Cryptoblames nigella. Elle est très difficile à mettre dans des diffuseurs et à faire en sorte qu'elle diffuse longtemps parce qu'elle est très volatile. C'est une forme aldéhyde, je crois. La grande aptitude de déplacement des adultes, c'est-à-dire que les papillons, les populations de papillons vont changer de plantes hautes, donc de vignes ou autres, en fonction de la nourriture qui sera disponible. Les femelles s'accouplent hors des parcelles de vignes et reviennent pondre dans les parcelles. C'est souvent le cas de beaucoup de pyrales, hein. Si on prend le cas de la pyrale du maïs, elle fait pareil. Donc ça veut dire que vous avez des femelles qui vont s'accoupler sur des plantes hautes hors des vignes, qui reviendront pondre dedans. Donc la confusion, ça ne leur posera aucun problème. La connaissance limitée du cycle biologique du ravageur et les échecs de piégeage sexuel, c'est-à-dire quand vous posez les capsules pour avoir une idée du début du vol, il y a des capsules qui marchent très mal. Alors, un conseil, pour ne pas vous planter, prenez les capsules de la marque Tressé. C'est celle qui marche le mieux. Ce n'est pas pour faire de la pub, on en a essayé pas mal, et la capsule Tressé, là, vous aurez des piégeages
qui fonctionneront correctement. Ça ne marche plus. Donc, qu'est-ce qui est homologué? À l'heure actuelle, vous avez une marque de diffuseur homologuée, c'est le Cryptotech de la société CEDEC. C'est 400 diffuseurs hectares, il faut une surface minimum de 6 à 8 hectares. Il faut confuser avant le début du vol, donc c'est début avril. Dans les piégeages, souvent, ça commence à bouger en mai, mais moi, je vous conseille de le mettre début avril avant que c'est bougé. Sinon, vous avez des cryptos à bas bruit dans la parcelle et vous biaisez l'efficacité. La pause de confusion supprime les vols dans les zones confusées. Alors ça, premiers essais qu'on avait fait, c'était en 2015. À chaque fois, vous supprimez les vols. Néanmoins, on peut observer des larves et des dégâts dus à la recolonisation des parcelles à proximité, souvent de vignes non confusées, ou de plantes hautes, ou d'autres cultures. Si vous avez de l'arbo, avec des pêchers, des choses comme ça, vous aurez des problèmes de recontamination et des larves plus tard en saison. Le Cryptotech, donc ça c'est un exemple de plan de pause, hein. C'est un peu comme ce que disait Thierry, c'est-à-dire on met des diffuseurs en fonction de la densité de plantation, une tous les 3 cep ou un tous les 4 cep et un rang sur 2. Si on regarde au niveau coût, donc le temps de pause c'est à peu près 1h30 à l'hectare, hein, ça fait 23 €, plus les diffuseurs c'est 216 €, donc on est sur un total de 239 € à l'hectare pour cette technique donc de diffuseur de confusion sexuelle. Donc cette efficacité, elle varie en fonction du biotope environnant la parcelle. Les plantes réservoirs, je pense que c'est là qu'il faut faire de la recherche pour savoir qu'est-ce qui est le plus appétant pour ces insectes. L'importance des populations, quand vous avez des années sèches et pas humides, avec peu d'hygrométrie, on aura peu de cryptos, ça on s'en est rendu compte. Et dès que vous avez des années humides, pluvieuses et très douces, ben là vous en aurez énormément. Et la confusion, elle va craquer à peu près à tous les coups, contrairement à la confusion eudémis. Et la date de vendange, ça veut dire que si vous, j'en reviens à cette histoire, si vous voulez faire des vins rouges concentrés, pousser des maturités, à un moment, ils vont s'inviter au repas et ils vont venir et vous en aurez dans les grappes. Et vous aurez à faire du triage. Donc, dans tous les cas, c'est une technique qui devra intégrer d'autres moyens de lutte pour venir en renfort, c'est-à-dire qu'il faudra faire des combos de plusieurs choses à la fois qu'on va voir après. Les trichogrammes, donc Thierry est bien entré dans les détails. Principe, il vous l'a dit, micro-immunitaire qui pond dans les œufs des pyrales. On doit lâcher ces auxiliaires au début du vol significatif de Cryptoblabès ou de début véraison, mais souvent c'est lié parce que Crypto est attiré par le sucre. Donc, tant que les raisins sont verts, vous verrez les piégeages, les vols, il n'y en a pas beaucoup. Dès que les raisins commencent à tourner, vous allez avoir des vols qui vont s'accélérer. L'avantage, c'est que c'est sélectif. L'inconvénient, ce qu'avait dit Thierry, c'est très sensible aux phytosanitaires en général. Donc, si on regarde, moi, j'ai fait un focus que sur les produits biocontrôle et bio. Donc, sur les insecticides, le délai entre le traitement et Tricoline, Success, Musdo, Fistilla, 21 jours, Piriver, 7 jours. Pour les soufres, poudre, c'est 42 jours. Mouillable, à 6 kg, c'est 28 jours. À 4 kg, c'est 14 jours. Pour ce qui est vitisant armicarbe, 24 jours. Limocide, 10 jours. Et après, il n'y a pas de délai pour ce qui est les produits, donc Bastide, Blason, Taegro, voilà, et Roméo. Donc, la période d'introduction dans la parcelle, c'est fin juillet, début août, début véraison. Surface minimum, 0,5 hectares. Temps de pause, il faut compter environ une demi-heure en fonction de la densité de végétation. Là, on pose à une période, c'est pas comme la pause de capsule de diffuseur de confusion sexuelle, hein. Ça veut dire qu'on a de la végétation. Donc, si vous avez des vignes très touffues, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Et les plaquettes doivent être posées avant l'éclosion. C'est-à-dire quand vous les recevez, il faut aller très vite et les poser très vite.
Donc, dans les plaquettes, 5000 individus par plaquette, 100 plaquettes hectares. Coût d'une pose, c'est 85 € pour 100 plaquettes, plus 8 € par hectare de pose, on est à 93 €. Ça, c'est le plan de pose. Donc, vous accrochez le premier diffuseur à 5 mètres en bord de parcelle, et après, vous accrochez les autres diffuseurs tous les 10 mètres en tous sens. Vous avez deux types de diffuseurs, donc tous sont munis de protection anti-fourmis, parce que les fourmis adorent les œufs de trichogramme. Donc vous avez Tricholine viti qu'on pose dans la charpente, accroché à la souche, et vous avez T-Protect viti, qui lui, on va le poser au sol, c'est pour gagner du temps. En quad, là ils sont même en train de travailler sur un système pour les poser par drone. Visiblement, ça se fait sur culture de maïs. Sur les résultats d'essai, donc c'est un résultat d'essai de notre collègue Sandra Benama de la Chambre de l'Aude, qui a fait un essai en 2023. La parcelle, donc, elle était dans le château d'Anglès, dans la Clappe, c'est du Mourvèdre. Sur le littoral audois, donc on coche toutes les cases pour qu'il y en ait beaucoup, en bio. Donc il y avait une modalité Tricholine viti 1 hectare, Tricholine viti Protect 1 hectare et le témoin 1 hectare. Les lâchers ont été prévus 45 jours avant la récolte, 30 jours et 15 jours. Il y a eu 3 lâchers avec une date de prévision de récolte au premier lâcher au 15 août. Les poudrages ont été arrêtés avant la fermeture de grappe, donc 42 jours avant, et les notations, elles ont été faites le 14 septembre. Voilà, vous avez la courbe de vol, et vous avez donc le premier lâcher qui correspond à peu près vers le 15 août, le deuxième lâcher vers le 29, et le troisième lâcher vers le 6-7 septembre, et les observations. Donc, sur les comptages, en termes de chenilles, pour son efficacité sur ce chenille, 94,1% pour Tricholine viti 3 poses et 82,3% pour Tricholine Protect viti 3 poses. Si on regarde sur l'estimation de dégâts, donc là, c'est pas pareil que des mises, donc ça a été éclaté en plusieurs classes. Bleu clair, c'est dégâts nuls insignifiants. Le orange, c'est peu préjudiciable. Classe 2, c'est moyennement préjudiciable. 3, préjudiciable. Et 4, très préjudiciable. Donc, on voit que le témoin, on a 58% de propre, 30% de dégâts peu préjudiciables, 8 de préjudiciables et 4 de très préjudiciables. Sur Tricholine viti, 68% sans pas de dégâts nuls, 10 peu préjudiciables, et après 14% de moyennement préjudiciables, et après on a 8% de préjudiciables, et pas de très préjudiciables. Et ça a complètement décroché sur la modalité Tricholine Protect viti, où là on a 20% de très préjudiciables, 12% de préjudiciables, 26% de moyennement préjudiciables, et après de le reste. Voilà. Donc ça, est-ce que ça vient est-ce qu'il y avait des résidus de soufre, ou on ne sait pas trop. Un autre essai, ça c'était en 2021 dans le Gard, toujours de la société Bioline. On avait trouvé une parcelle au Gros-du-Roi, au domaine de la Figueras, donc endroit littoral, bord de mer, chaque année dévasté par les cryptos. Là, c'est l'abonnement annuel. Chaque année, ils y sont. Si vous ne faites rien au 15 août, le jus coule sous les raisins. Donc là, l'idée, c'était de faire un combo. Donc, surface aussi des modalités 1 hectare, un témoin non traité, un Tricholine viti 2 lâchés, le 28 juillet et le 10 août. Tricholine viti 2 lâchés plus Bacillus 3 traitements le 20 juillet, 3 août et 12 août, et un Bacillus, 3 traitements, 20 juillet, 3 août et 12 août. Donc, nous, ce qui était intéressant de voir, c'était le fait de combiner des tricolines avec des Bacillus pour voir si on avait du plus.
Pour la simple et bonne raison, c'est que les bacillus étant très sélectifs, les trichogrammes sont pas sensibles aux bacillus. Donc, ils ont fait un comptage le 23 août sur 50 grappes par modalité. Là, ils ont compté les grains perforés ou endommagés. Il n'y a pas de classe. Donc, sur le témoin non traité, on était à 72 perforations, le grain endommagé pour 50 grappes. Ça commence à chauffer. Tricholine viti de lâcher, on était à 35 perforations pour 50 grappes. Tricholine viti de lâcher plus 3 bacillus, on était à 18 perforations pour 50 grappes. Donc, une nette amélioration. Et que des bacillus, on était à 31 perforations pour 50 grappes. Donc, on voit que finalement, les tricolines de lâcher ou bacillus 3 traitements, on est aux alentours de 50% d'efficacité à la louche, alors que quand on a le combo des deux, c'est-à-dire tricot plus BT, on arrive à 70% d'efficacité, ce qui est intéressant. Et c'est ce qu'on voulait voir si le combo des deux pouvait apporter un plus. Voilà sur le combo bacillus plus tricholine. Si on prend les bacillus, je dirais seuls, alors qu'ils sont homologués sur Crypto, vous avez Dipel DF, Xanthari et Rapax. Donc la protoxine est ingérée par la larve qui arrête de s'alimenter au bout de quelques heures. Hein, ça, on l'a vu. C'est pareil que pour Eudémis. Par contre, on ne peut pas le positionner sur des œufs visibles, tête noire, puisqu'on ne voit pas les œufs. L'avantage, je dirais, des cryptoblabes par rapport à Eudémis, c'est qu'ils ne rentrent pas dans le grain. Ils sont baladeurs toute leur vie. Ce qui veut dire qu'ils se nourrissent en surface du raisin. Ils broutent un peu le dessus du raisin tout le temps. Donc, ils avalent potentiellement de la toxine de bacillus. Et ce qui fait que il y a quand même une efficacité qui est intéressante, qui, après, pareil, dans tous les essais, on est de l'ordre de 50 à 60%. Par contre, ça veut dire qu'il faut traiter dès l'apparition des vols significatifs, et il faut le faire chaque semaine. Ce qui va engendrer 3 à 4 applications en fonction de la date de récolte. Donc, c'est des périodes où on a démarré les vendanges, on n'est plus dans les traitements, donc ça peut être potentiellement très contraignant. Le point fort dans tout ça, sur ces traitements-là, c'est le volume de bouillie. Ça veut dire que par hectare, il ne faut pas être à 150 ou 100 litres, il faut être entre 250 et 300 litres, voire même plus. Bon, au niveau d'un côté pratique, c'est très difficile à mettre en œuvre, j'en conviens. Mais l'efficacité, elle va suivre avec. Ça marche aussi pour d'autres insecticides bio qui ne sont pas biocontrôle. On observe la même chose. Il faut vraiment augmenter le volume d'eau à l'hectare. Voilà, ça c'est un exemple de traitement chez une personne. Là, vous avez les vols en bleu. La personne était confusée Eudémis, parce que là, on est vraiment dans une zone mixte. Donc, premier traitement le 3 août, le deuxième le 10 août, le troisième le 17 et le quatrième le 24 août. Donc, on fait 4 BT. Donc, c'est quand même assez contraignant. C'était des grenages qu'on allait récolter tôt. Donc, pour conclure, il n'y a pas de solution unique et efficace à 100% sur les cryptoblabes. C'est vraiment un combo de différentes méthodes. Si on doit parler coût, alors là, ce que j'ai fait, j'ai pris le coût des différents produits, la main-d'œuvre pour la pose, et quand il y a la pulvée, j'ai aussi inclus coût tractoriste, tout ça. Donc, si on prend une stratégie confusion crypto plus 2 BT, on est à 313 € hectare. Une stratégie tricholine viti 2 poses plus 3 BT, on arrive à 387 € hectare. Et une stratégie tricholine 2 poses plus confusion, on est à 432 € à l'hectare. Et je n'ai pas mis dans ces coûts-là les stratégies, le fait que si on est dans une zone vraiment eudémis, il faudra potentiellement confuser eudémis selon ce que vous allez faire. Donc, il faut rajouter 170 € de plus, à peu près à la louche. Donc voilà, c'est quand même des stratégies qui coûtent assez cher. J'en ai fini. Merci de votre attention.
Merci Cyril pour cette intervention sur CryptoBlabès. Je vous propose tout de suite de passer aux questions qui ont été posées. Bien évidemment, si vous en avez qui n'ont pas encore été posées, vous pouvez encore les écrire dans le chat à droite ou en cliquant en haut sur la rubrique conversation. Et première question pour toi Thierry, peut-être que Cyril, tu aimeras compléter. Une question sur l'efficacité au niveau de la confusion sexuelle pour Eudémis. Est-ce que BioTwin est considéré comme avec une efficacité équivalente au RAC et on peut comparer aussi aux ISONET? Est-ce que vous avez un avis là-dessus, des retours d'essais? Alors, nous, là, on avait fait des essais. Alors, c'était pas avec le BioTwin, mais c'était avec l'ISONET. En comparaison, donc on avait à l'époque le buffer, l'ISONET et le RAC sur des îlots de 5 hectares. On a fait ça entre 2014-2015 et on n'avait pas de différentes significatives. Alors, ça reste difficile de comparer ce genre de méthode, contrairement à des traitements classiques, puisque ça doit se faire sur de gros îlots et que des fois, les gros îlots n'ont pas tout à fait la même pression. On sait très bien que des fois, même à 20 mètres près, en fonction du cépage, de l'exposition, on peut avoir des différences de pression Eudémis. Par contre, ce que je peux dire au niveau du vignoble, c'est que aujourd'hui, il y a du BioTwin et du RAC utilisé et on a des efficacités qui sont bonnes sur les deux cas. Merci Thierry. Cyril, tu veux compléter ou Alors oui, nous, dans la même période, on avait testé ISONET et les RAC, c'était en 2013 ou 2014 aussi, sur des blocs de 15 hectares. Donc du coup, intéressant. Et ça a été une très grosse année Eudémis. Et du coup, clairement, tout a lâché. Aussi bien les RAC que les ISONET. On était hors seuil, quoi. C'est les rares années où il y a des très grosses pressions et ça avait lâché de la même manière. Reconduit une année normale, écoutez, ça marchait exactement pareil. Après, je rejoins ce que disait Thierry, c'est-à-dire que BioTwin, ce qu'on voit sur le terrain, on est équivalent au RAC, quoi. C'est pareil. On est sur les mêmes niveaux d'efficacité. Merci pour ce complément. Ensuite, autre question. Est-ce que vous avez un avis sur l'Obésia Spray? Alors, nous, on l'a eu en test, c'était pas des essais chez des vignerons. Aujourd'hui, on n'a pas de référence. Pour moi, j'ai pas de référence sérieuse sur ce genre de produit. J'ai cherché pour cette conférence, elle un peu à en avoir. Aujourd'hui, j'ai aucune, que ce soit la Chambre d'agriculture ou l'IFV, on n'a pas de référence sérieuse par rapport à ça. Je sais pas toi, Cyril, si tu en as, ou si tu en as trouvé plus au sud-est. Non, moi, j'en ai pas. Ok. Merci pour vos retours. On avait une autre question par rapport à Thierry, tu avais cité les aides à la confusion sexuelle. Donc, il y avait une question pour ce qui se passait dans l'Aude. Donc, on n'a pas de conseillers. Si je vais bien regarder ma liste, je n'ai pas de conseillers de l'Aude qui sont présents, sinon qu'ils se manifestent. Mais j'ai pu avoir un petit échange avec Sandra Benaman, conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Aude, qui m'a dit que non, en 2023, les aides à la confusion sexuelle s'étaient arrêtées sur ce département. Voilà, le mieux, ça serait peut-être de rappeler la Chambre d'agriculture de l'Aude pour confirmer, mais apparemment, ça s'est arrêté. Voilà, ce sera en fonction des PAEC, en fait. J'avais eu Sandra par rapport à ça. Parce que jusqu'à présent, ils avaient une aide par rapport aux MAE. Et là, ce sera en fonction des PAEC. Donc, il faut que ce soit proche en fait, de leur conseiller au niveau de chaque territoire. Parfait. Merci Thierry d'avoir complété. Autre question un peu plus générale sur CryptoBlabès. Est-ce que CryptoBlabès a été observé côté Midi-Pyrénées ou pour l'instant, c'est encore une problématique qui est très Languedoc-Roussillon pour notre région Occitanie en tout cas? En ce qui nous concerne, nous, alors là, je parle pour le Tarn, mais on ne m'en a pas fait remonter, à part sur un piège de l'année dernière dans le Tarn, chez nous. Voilà. Donc, pour l'instant, ça reste très... on n'en parle pas chez nous, ça ne fait pas sujet pour l'instant. Ok. Merci Thierry.
Et peut-être une dernière question, parce que je vois le temps qui file. On avait une question sur les trichogrammes. Cyril, tu citais que ça peut être soit posé au niveau de la souche, soit au niveau du sol. Est-ce qu'il y a une préférence qui a été observée ou Je pense qu'au libre aux niveau agriculteurs? niveau du sol, c'est plus rapide. Ça veut dire qu'au niveau du sol, tu déposes tes plaquettes, tu peux les faire en quad, ça va plus vite, ouais. Voilà. Juste pour préciser, j'ai eu donc la société Phytorop qui commercialise les tricolines. Ils sont en train de mettre en place un outil qui va distribuer automatiquement les Ouais, diffuseurs derrière un tout à quad. fait. Derrière un quad, voilà. Ouais. Ah, c'est ça. C'est à l'essai, donc voilà, je pense qu'on aura rapidement des infos là-dessus. Merci. Je pense qu'on en a fini avec les questions. Il me semble que je n'en ai pas oublié. Et donc, Marie, je te laisse conclure si tu le veux bien. Oui, ça ne va pas être une grande conclusion, c'est surtout des remerciements donc aux différents intervenants pour les présentations qui ont été faites et puis aux participants pour les questions qui ont été posées. Et puis du coup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mardi 16h-17h, pour aborder cette fois la question des biocontrôles et des extraits végétaux dans la lutte contre le mildiou et le black rot, avec donc de nouveaux intervenants. Et oui, nous vous enverrons le diaporama dès demain matin, les diaporamas qui vous ont été présentés cet après-midi. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et puis bonne fin de journée. Au revoir. Bon. Au revoir. Au revoir, bonne Au soirée. revoir.